Après la libération des camps de concentration, les forces alliées ont lancé une recherche intensive des femmes SS. Elisabeth Volkenrath fut la première femme exécutée le 13 décembre 1945 à la prison de Hamelin. À 9h34, elle fut conduite à la potence par le bourreau britannique Albert Pierrepoint. Durant ces derniers instants, elle resta silencieuse, sans manifester ni remords ni émotion. Son exécution se déroula sans incident. Plus à l'est de la Pologne, 7 mois après les exécutions de Hamelin, Gerda Steinhoff, ancienne surveillante du camp de concentration de Stutthof, fut exécutée publiquement le 4 juillet 1946 sur la colline de Biskupia Gorka, près de Gdańsk. Le matin de son exécution, elle fut conduite au lieu de la pendaison avec d'autres condamnés, dont Johann Pauls et Wanda Klaff. Pieds et poings liés, elle fut placée sur le plateau d'un camion sous une triple potence. Au moment de l'exécution, elle fut poussée hors du véhicule, tombant dans le vide, le visage sans cagoule. Durant ces derniers instants, il se débattit dans l'agonie, perdant même une de ses pantoufles. Sinistre vocation, la jeune Gerda Steinhoff, la jeune femme de Stutthof, qui choqua les juges alliés. Gerda Steinhoff est née le 29 janvier 1922. Elle a suivi une éducation traditionnelle et, adolescente, a travaillé dans une ferme près de chez elle. Après avoir quitté l'école, elle a travaillé dans une boulangerie à partir de 1939. Après son adolescence, Gerda a travaillé comme conductrice de tramway jusqu'en 1944, année de son mariage et de la naissance de son fils. Son besoin d'argent l'a amenée à répondre à l'appel des SS pour former des gardes dans les principales villes du Reich, car de nombreux anciens gardes avaient été recrutés au front pour combattre les Alliés. Steinhoff a néanmoins été acceptée et formée à Stutthof, où elle a rejoint l'état-major. Le 1er octobre 1944, Gerda Steinhoff devint chef de bloc, contrôlant un groupe de gardes et de prisonniers à Stutthof. Outre le maintien de l'ordre, sa principale tâche consistait à organiser et à exécuter les sélections pour la mort dans les chambres à gaz. Les nazis apprécièrent son travail horrible et la promurent superviseur SS. Elle était considérée comme une garde de rang supérieur et les autres femmes servaient sous ses ordres. Le 1er décembre 1944, elle fut réaffectée au camp annexe de Brombeerhost, où elle reçut la médaille pour services rendus au Reich, célébrant la réputation de Steinhoff comme une superviseure brutale et sauvage qui fouettait et battait les prisonniers. Lorsque les Alliés entrèrent en Pologne et que les camps commencèrent à être évacués, Gerda saisit l'occasion de s'échapper et de rentrer chez elle, cherchant refuge auprès de sa famille. Cependant, après avoir capturé et interrogé d'autres gardes du camp, les autorités polonaises localisèrent Steinhoff le 25 mai 1945. Gerda fut interrogée et jugée lors du premier procès, aux côtés de nombreux autres gardes et membres du personnel SS. Au cours du procès, de nombreux témoins témoignèrent de leurs actions dans divers camps annexes. Ils relatèrent les brutalités dont elle avait été victime et sa participation à la sélection des prisonniers condamnés à mort. Considérée comme une sadique, elle agressait et maltraitait les détenus toutes les heures. Mais ce qui choqua les juges, c'est que Steinhoff n'était gardienne que depuis environ 1 an et que la jeune mère de 24 ans était accusée d'autant de crimes que d'autres femmes ayant travaillé là pendant 3 ans. Elle fut reconnue coupable de crimes contre l'humanité et condamnée à mort. Gerda Steinhoff fut emprisonnée pendant une courte période jusqu'à son transfert sur la colline de Biskupia Gorka à Gdańsk le 4 juillet 1946, où elle fut montée sur une potence et pendue par le cou, le visage découvert, devant un public de 200 000 personnes. Jenny Wanda Bachmann, la brutale garde mannequin nazie, le beau spectre qui effrayait les Juifs. Née à Hambourg le 30 mai 1922, Jenny Wanda Bachmann fut élevée par son père, médecin. La famille était modeste, sa mère étant femme au foyer. Enfant ordinaire, Jenny rêvait de devenir actrice. Après ses études, elle se lança dans le mannequinat et réussit, se distinguant par sa beauté et son style. Malgré le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, elle continua de participer à des séances photos pour des magazines allemands et diverses agences de publicité. Mais, début 1944, un tournant dans la vie de Jenny Wanda Bachmann. Elle sacrifia sa carrière de mannequin et postula pour la SS,
qui recherchait des femmes pour travailler dans les camps de concentration. À l'époque, Jenny avait environ 21 ans et beaucoup pensent qu'au-delà de l'argent, elle était attirée par le pouvoir du poste. Elle réussit l'entretien haut la main et fut recommandée pour une formation de surveillante de camp. Elle fut ensuite envoyée au camp de concentration de Stutthof, qui abritait 110 000 juifs enfermés sous des barbelés, dont 65 000 ne sortirent jamais vivants. Le camp était composé de gardes SS, de collaboratrices ukrainiennes et de gardiennes, soit 295 femmes au total. Stutthof détenait un grand nombre de prisonnières de différents pays, et les conditions y étaient très dures. Des milliers de prisonniers moururent de faim et de maladies. De nombreuses personnes moururent des épidémies de typhus qui sévirent dans le camp. Cependant, Stutthof était également célèbre pour avoir hébergé le magnifique fantôme de Jenny, le top modèle. Dès son arrivée à son poste, Jenny révéla son côté le plus maléfique et brutal. Outre son métier de mannequin, la jeune femme avait un talent pour la cruauté et le sadisme. Elle était connue pour battre des détenus presque à mort, puis les envoyer dans les chambres à gaz. Elle torturait les prisonniers de diverses manières, dont certaines perturbaient même les autres gardes, qui craignaient cette jeune fille, belle et fragile en apparence, mais monstrueuse à l'intérieur. Alors que la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin, Jenny tenta d'échapper à la justice et devint l'une des criminelles de guerre les plus traquées. Elle réussit à échapper à la capture pendant un temps, grâce à son charme, qui lui permit de recevoir de l'aide pendant quelques mois. Cependant, en mai 1945, elle fut arrêtée alors qu'elle montait dans un train à Gdansk. Lors de son interrogatoire, elle déclara avoir toujours bien traité les prisonniers de Stutthof et ne jamais les avoir tués ni maltraités. Elle affirma également avoir aidé des personnes souffrantes et même sauvé la vie de convalescents. Mais les accusations et les témoignages contre elle ne corroborèrent pas ses descriptions et ses allégations. Elle tenta alors de s'évader, profitant de son charme. Chaque jour, Jenny parlait à un gardien de prison qui commença à s'éprendre d'elle. Elle parvint presque à convaincre l'homme de la laisser sortir de sa cellule quelques heures, mais il se rétracta à la dernière minute. Jenny Barkman dut entendre des dizaines de témoignages de prisonniers et voir des documents décrivant et reproduisant ses méfaits. Son avocat tenta de faire valoir que la femme était folle et qu'elle n'était pas inapte à la justice. Les expertises médico-légales ne corroborèrent pas cette affirmation. Jenny passa la majeure partie de son procès à flirter avec les gardes et à s'inquiéter davantage de sa coiffure que des torts qu'elle avait commis au camp. Lorsqu'elle fut condamnée à mort, elle écouta la sentence calmement et sans pleurer. Cependant, les derniers mots de son procès furent que la vie est un grand plaisir et que le plaisir, en règle générale, est de courte durée. Le 4 juillet 1946, au petit matin, Jenny Wanda Barkman fut conduite à l'échafaud sur la colline de Biskopia Gorka, aux côtés de Gerda Steinhoff et Dewa Paradis. Jenny n'avait que 24 ans lorsqu'elle resta suspendue pendant plusieurs minutes à la vue de milliers de personnes, subjuguées par la beauté terrifiante du beau spectre de Stutthof. Elisabeth Becker, la garde brutale qui a demandé pardon au président polonais. Becker est née dans une famille allemande vivant à Neutek, une ville libre de Danzig, en Pologne. En 1936, à l'âge de 13 ans, elle rejoint la Ligue des jeunes filles allemandes et commence à travailler comme cuisinière à Danzig en 1938. En 1939, les Allemands arrivent. Becker s'installa en ville et, semble-t-il, s'y fut installée avec succès. En 1940, elle commença à travailler comme administratrice, puis, l'année suivante, comme assistante agricole. En 1944, Becker fut incorporée dans la SS pour servir dans les camps et envoyée à Stutthof avec le grade de SS Aufseherin, ce qui signifie surveillante. Elle travailla ensuite au camp de femmes de Stutthof, SK3. Là, elle sélectionnait elle-même les femmes et les enfants pour les chambres à gaz. Son travail fut court, mais elle le suivit à la lettre, envoyant des milliers de Juifs à la mort. Lorsque les Alliés entrèrent en Pologne, Becker quitta Stutthof et retourna chez elle à Neutek. Le 13 avril 1945, elle fut arrêtée par la police polonaise et emprisonnée dans l'attente de son procès. Le procès de Stutthof s'ouvrit à Danzig le 31 mai 1946. Contrairement à ses camarades gardes, Becker envoya plusieurs lettres au président polonais Bolesław Bierut pour demander sa grâce,
affirmant que ses actes n'avaient pas été aussi graves que ceux de Gerda Steinhoff ou de Jenny Wanda Barkman. Mais ses prières restèrent sans réponse et le gouvernement ne lui accorda pas de grâce. Là, sur la colline de Gdansk, avec les autres gardes, elle fut pendue par le cou. Contrairement aux autres femmes, son cou se brisa rapidement après la pendaison, ce qui lui fit perdre connaissance immédiatement et mourut plus rapidement. Sans vergogne, Wanda Klaff, la superviseure de Stutthof, qui était fière de ses crimes horribles. Wanda Klaff est née à Kaliczynski le 6 mars 1922, dans la ville libre de Danzig. Sa famille était d'origine allemande et son père travaillait dans les chemins de fer. Après avoir obtenu son diplôme à 16 ans en 1938, elle a commencé à travailler dans une fabrique de confiture et y est restée jusqu'en 1942. À 20 ans, elle a épousé un homme nommé Willy Klaff et a quitté son emploi pour devenir femme au foyer pendant une courte période. Mais comme le couple avait besoin d'argent, Wanda retourna travailler comme conductrice de tramway. En 1944, Wanda postula pour un poste de garde SS et fut envoyée à l'école SS de Stutthof. Elle y termina sa formation auprès de gardes vétérans et fut envoyée au camp annexe de Stutthof, appelé Praust, situé dans un petit village voisin. Là, elle harcelait et blessait les prisonnières à l'aide d'un fouet à pointe métallique. Le 5 octobre 1944, elle fut transférée au camp annexe de Russochin, situé dans le village de Russon. Ce petit camp annexe emprisonnait environ 300 femmes qui étaient contraintes à des travaux forcés. Si elles ne parvenaient pas à terminer leur travail, les gardes les battaient sauvagement. Mais à l'approche des forces soviétiques de Stutthof et à l'évacuation des camps, de nombreux nazis profitèrent de l'occasion pour fuir. Wanda Klaff profita des évacuations du début de l'année 1945 pour s'échapper du camp et tenter d'échapper à la justice. Cependant, le 11 juin 1945, elle fut arrêtée et emprisonnée dans une prison polonaise. Les conditions de détention y étaient très mauvaises, ce qui lui valut une grave fièvre typhoïde. Elle survécut néanmoins et put comparaître devant un tribunal. Wanda fut accusée de maltraiter des détenus, de les déshabiller et de les battre quotidiennement. Elle reconnut ses crimes lors du procès et semblait incroyablement satisfaite de son acte. Elle déclara « Je suis très intelligente et très dévouée à mon travail dans les camps. Je frappe au moins 2 prisonnières chaque jour. » On ignore pourquoi elle avoua cela, et il s'agissait peut-être d'une vantardise, car les juges n'auraient probablement pas été favorables à son aveu. Wanda Klaff fut condamnée à mort lors du procès de Stutthof, alors qu'elle n'avait que 24 ans. Après la guerre, de nombreuses autorités trouvèrent étrange que des femmes aussi jeunes puissent se transformer en bêtes. Le 4 juillet 1946, elle fut emmenée de sa cellule à Biskupia Gorka, placée à l'arrière d'un camion. Une corde lui fut passée autour du cou et pendue à l'échafaud. Dernière sur la liste, Ewa Paradis, la sinistre gardienne de Stutthof qui gelait ses victimes. Ewa Paradis, une autre gardienne tristement célèbre de Stutthof, jouissait d'une réputation désastreuse auprès des prisonniers. Née le 17 décembre 1920 à Le Bork, sous la République de Weimar, cette femme a un passé méconnu. On sait seulement qu'elle était une fervente nazie et qu'elle arriva à Stutthof en août 1944, lors du recrutement des femmes mentionnées plus haut. Son séjour au camp fut marqué par son amour du fouet et son sadisme envers les prisonnières. Un témoin a décrit un incident au cours duquel il a ordonné à un groupe de détenus de se déshabiller complètement dans le froid glacial de l'hiver, puis les a aspergés d'eau glacée. Si les femmes tremblaient ou bougeaient, Paradis les battait. Ewa Paradis a continué à maltraiter et à frapper les détenus, puis a été brièvement transférée au camp annexe de Bromberg-Ost avant de retourner au camp principal de Stutthof. Mais en avril 1945, elle participa aux brutales marches de la mort, au cours desquelles les prisonniers étaient contraints de marcher des kilomètres sans nourriture ni repos, de Stutthof au camp de concentration de Laurinburg. Lors de la dernière marche, Ewa prit la fuite, soupçonnant d'être jugée pour ses crimes, et tenta de se cacher le plus longtemps possible dans les environs de Gdansk, mais fut finalement capturée. Lors des procès, elle ne tenta pas de se défendre et ne plaida pas les accusations portées contre elle. Le 4 juillet 1946, après avoir passé 1 an en isolement complet et sans aucune interaction avec ses anciens camarades de camp, elle fut emmenée sur la colline de Biskupia Gorka, où elle fut pendue
la gorge serrée, à un camion en mouvement. Elle fut la dernière femme exécutée sur cette colline et son corps fut exhumé. Il a passé plusieurs minutes pendu jusqu'à ce que sa mort soit officiellement déclarée. Irma Grese, la plus jeune femme pendue au XXe siècle. Irma Grese fut l'une des principales criminelles de guerre lors des procès de Bergen-Belsen qui se déroulèrent de septembre à décembre 1945. Les survivants du camp qui témoignèrent après la guerre l'accusèrent de meurtre et de torture, utilisant toujours un fouet et un pistolet, en plus de ses mains nues. Irma Grese était connue pour laisser ses chiens sauter sur les prisonniers et les dévorer, pour tirer sur eux de sang-froid, pour torturer des enfants, pour commettre des abus sexuels et pour frapper ses victimes avec des fouets tressés jusqu'à leur mort. C'est pour cette raison que les prisonniers la surnommaient « la bête de Belsen ». Irma Grese s'avançait vers les prisonnières d'une démarche ondulante et d'un déhanchement saccadé. Les yeux des 40 000 femmes infortunées, silencieuses et immobiles, étaient fixés sur elle. Elle était de taille moyenne, élégamment vêtue et ses cheveux impeccablement coiffés. La terreur mortelle qu'inspirait sa présence la réjouissait et la ravissait sans aucun doute. Car cette jeune fille d'une vingtaine d'années manquait cruellement de courage. D'une main sûre, elle choisissait ses victimes, non seulement parmi les personnes en bonne santé, mais aussi parmi les malades, les faibles et les infirmes. Celles qui, malgré la faim et les épreuves, affichaient encore une trace de leur beauté physique d'antan, étaient les premières sélectionnées. Elles constituaient les cibles privilégiées de l'attention d'Irma Grese. Lors des sélections, l'ange blond de Belsen, comme la presse préférait l'appeler, brandissait son fouet avec générosité. Il fouettait où bon lui semblait, souriant aux contorsions de douleur et au sang versé par ses victimes. Irma Grese fut arrêtée par les autorités britanniques peu après la libération du camp de concentration de Bergen-Belsen. Bien qu'elle ait nié les meurtres pour sa défense et affirmé ne connaître le sort des prisonniers que par leurs propres paroles, elle n'a jamais renoncé à son idéologie nazie et on pouvait l'entendre chanter des hymnes SS dans sa cellule. Lors du procès de Bergen-Belsen, elle fut condamnée à la pendaison à l'âge de 22 ans, devenant ainsi la plus jeune femme condamnée à mort du XXe siècle. Elle fut exécutée à la prison de Hamelin le 13 décembre 1945. Il semble qu'il y ait eu une confrontation avec le célèbre bourreau anglais Albert Pierrepoint. Lorsqu'il tenta de mettre une cagoule noire sur la condamnée, elle refusa violemment. Pierrepoint la gifla à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il parvienne à la maîtriser. Grese insulta le bourreau et, tout en pleurant, cria « Vite !» Ce furent ses derniers mots. Pierrepoint lui passa la corde autour du cou, mais de manière inappropriée. On pense que Grese mourut par strangulation plutôt que par pendaison, subissant une mort lente, atroce et douloureuse. Après son exécution, son corps fut mutilé et incinéré, et ses cendres furent ensuite jetées dans une rivière de drainage. Victime ou bourreau, la défense d'Elisabeth Volkenrath, le 15 avril 1945, au sud-ouest de Bergen, en Allemagne nazie, la 11e division. Un véhicule blindé britannique libéra Bergen-Belsen. Au milieu des scènes d'horreur, 13 000 corps sans sépulture et près de 60 000 prisonniers, apparut l'une des figures emblématiques du régime nazi, Elisabeth Volkenrath. Le voyage dans l'obscurité de cette femme qui avait rejoint les nazis enfants et les horreurs qu'elle avait commises ont bouleversé le monde entier. Elisabeth Volkenrath est née le 5 septembre 1919 à Hamelin, au sein d'une famille de 6 enfants de la classe moyenne. Sa vie a pris un tournant sombre en 1933, lorsqu'Adolf Hitler et son parti nazi sont arrivés au pouvoir. À seulement 13 ans, elle a rejoint la Ligue des jeunes filles allemandes, l'équivalent féminin des jeunesses hitlériennes. Ces organisations servaient à endoctriner les jeunes esprits avec l'idéologie nazie, façonnant leurs croyances, leurs pensées et leurs actions. Les premières années d'Elisabeth furent marquées par sa participation à cet endoctrinement. Après l'école primaire, elle travailla comme nourrice, aide cuisinière et dans un salon de coiffure avant d'être recrutée par la SS en 1941 et envoyée à Ravensbrück. Ce camp comptait plus de 132 000 femmes et Volkenrath suivit une formation de gardienne sous la direction de sa célèbre superviseure, Dorothea Binz. Là, Volkenrath participa aux expériences macabres menées par les médecins SS sur les prisonniers, consistant à briser les membres des victimes, à infecter les plaies avec des bactéries
et a testé diverses méthodes de placement et de transplantation osseuse, le tout sans anesthésie. En 1942, Wockenrath fut transféré à Auschwitz, un lieu tristement célèbre pour son sadisme et sa brutalité. Là, comme la plupart des gardiennes, elle participa aux cruelles sélections pour la chambre à gaz. Elle était connue pour ses coups impitoyables et il appréciait l'appel le plus pénible possible, obligeant les prisonniers à rester immobiles pendant des heures, les bras levés et les punissant s'ils bougeaient. Son travail préféré, cependant, était de séparer les familles. Comme de nombreux prisonniers arrivaient au camp avec leurs proches, Wockenrath était chargé de séparer les maris de leurs femmes et les pères de leurs enfants, avec des phrases perverses qui infligeaient une peur et des dommages psychologiques considérables. En avril 1945, après la libération du camp, elle fut finalement capturée par les forces britanniques et contrainte de comparaître devant le tribunal. Lors de son témoignage, elle déclara « Vivre dans les camps était vraiment horrible, mais c'était aussi terrible pour les gardes. Nous étions punis comme les prisonniers. » Wockenrath, ainsi qu'Irma Grese, une autre garde, témoignèrent avoir été forcés par leurs supérieurs à être de bons nazis, ce qui impliquait de ne faire preuve d'aucune empathie ni gentillesse envers les Juifs. Cependant, leur comportement impitoyable et impitoyable pendant le procès ne suscita aucune sympathie parmi les juges. Elisabeth Wockenrath fut condamnée à mort par pendaison, une sentence exécutée le 13 décembre 1945. À 26 ans, la jeune nazie devint la première garde nazie pendue par le cou, parmi tant d'autres. L'opinion publique, imperturbable, ne versa pas une larme pour Wockenrath. Instinct de base, les crimes brutaux de Johanna Bormann, la chienne de Belsen. Mais tous les gardes n'étaient pas des jeunes femmes. Johanna Bormann naquit le 10 septembre 1893 à Birkenfeld, en Prusse orientale. On pense que durant sa jeunesse, elle était profondément religieuse et avait fait du travail missionnaire. Malgré la noblesse de ses origines, la reconversion professionnelle qu'elle entreprit n'était certainement pas pieuse. Le voyage de Johanna vers le mal commença à l'âge de 45 ans, en mars 1938, lorsqu'elle rejoignit la SS comme employée civile, avec le simple objectif de gagner plus d'argent. Après cela, elle fut envoyée travailler aux cuisines de Lemberg, le premier camp de concentration pour femmes. Ce camp allait finalement changer de vocation et les détenus, dont Bormann, furent transférés au camp de concentration de Ravensbrück, près de Berlin. Elle y fut promue gardienne, mais sa carrière ne faisait que commencer. Sa ténacité et sa nature violente la distinguèrent des autres gardiennes et elle fut récompensée par le poste de surveillante avant d'être transférée au camp de concentration d'Auschwitz en Pologne en mai 1943, puis quelques mois plus tard au camp d'extermination de Birkenau. Elle travailla d'abord au commandement extérieur, qui opérait autour du camp, puis assuma des fonctions à Birkenau. Johanna Bormann reçut plusieurs surnoms qui allaient asseoir sa réputation de véritable monstre de l'Holocauste. Les prisonniers la surnommaient « la fouine d'Auschwitz » en raison de son visage et de sa cruauté, ou encore « la chienne de Belsen ». De nombreuses accusations allaient être portées contre elle pour sa brutalité, et elle était connue pour être l'un des membres du personnel les plus détestés du camp. Bien que petite et élancée, Johanna était une femme pleine d'agressivité et de cruauté. Elle battait et maltraitait régulièrement les prisonniers, savourant chaque instant. Lors de la sélection, Johanna désignait les prisonniers à Josef Mengele, l'ange de la mort. La sélection était le moment le plus redouté de la journée. Les prisonniers étaient contraints de rester nus pendant des heures avant que Johanna ne décide s'ils continueraient à travailler au camp, s'ils seraient envoyés chez le cruel Mengele ou directement à la chambre à gaz. Mais son surnom principal, la chienne de Belsen, venait de sa fascination pour les bergers allemands qui attaquaient les prisonniers, appréciant les regarder déchiqueter les victimes. À la libération, Bormann fut arrêtée et confrontée à la cruauté du camp lors de son procès. Durant le procès, elle resta très provocatrice et avança plusieurs accusations, affirmant notamment qu'elle ne cherchait qu'à maintenir l'ordre à Auschwitz, raison pour laquelle elle battait les prisonniers, tout en niant catégoriquement toute implication dans le processus de sélection pour les chambres à gaz. Elle admit également avoir gardé des bergers allemands chez elle et les avoir introduits dans le camp, mais rejeta les accusations d'agression, affirmant que cela aurait été contraire au règlement du camp et qu'elle aurait été punie.
Il fut également révélé qu'elle aurait tenté de quitter la SS en 1943, mais que sa demande avait été rejetée. Malgré sa défense, Johanna fut reconnue coupable des accusations portées contre elle et condamnée à mort par pendaison. Elle aurait quitté le tribunal comme dans un état second et aurait décidé de ne pas faire appel. Bormann fut transféré à la prison de Hamelin en attendant son exécution. Celle-ci fut rapide, après celle de Grèze et Volkenrath. L'évasion de Ravensbrück, l'histoire de Hertha Ehlert, la garde SS qui a échappé à la pendaison. Hertha Ehlert est née le 26 mars 1905 à Berlin et avant la guerre travaillait comme vendeuse. Sa carrière criminelle dans les camps de concentration débuta en novembre 1939 lorsqu'elle devint gardienne à Ravensbrück, poste qu'elle occupa pendant 3 ans, jusqu'à son transfert au camp d'extermination de Majdanek à Lublin. Selon son témoignage, elle n'était pas assez cruelle envers les détenus et ce transfert constituait une forme de punition. Cependant, les prisonnières des camps de concentration d'Auschwitz et de Bergen-Belsen, où Ehlert travaillait avant la fin de la guerre, gardaient des souvenirs très différents de son traitement envers les détenus. Un jour, Ehlert remarqua une prisonnière portant une bague et un pendentif et l'accusa de vol. Il la fouilla de force, lui ordonna de se déshabiller et la frappa à coups de bâton jusqu'à ce que le sol soit couvert de sang. Il l'enferma ensuite dans une cave sans eau ni nourriture pendant 3 jours. Malgré tout, la prisonnière réussit à survivre à sa détention dans la cave et aux interrogatoires brutaux qui durèrent 3 semaines grâce à sa sœur, qui lui fit passer de la nourriture et de l'eau en douce. Tragiquement, après avoir survécu à ces horribles tortures, la femme fut envoyée nettoyer les latrines. Faible et épuisée par les terribles sévices subis, elle contracta le typhus et mourut. Lors du procès de Belsen, Ehlert refusa d'avouer les accusations portées contre elle. Interrogée sur sa cruauté, elle admit seulement avoir giflé certains prisonniers à main nue, niant les témoignages de témoins sur sa brutalité. Cependant, son déni de la vérité ne lui permit pas d'échapper à la peine de mort. Hertha Ehlert fut reconnue coupable et condamnée à 15 ans de prison. Elle évita la peine de mort et ne passa finalement que quelques années en prison avant d'être libérée au début des années 1950. Elle prit alors le nom de Hertha Neumann et vécut en femme libre jusqu'à sa mort, en avril 1997, à l'âge de 92 ans. 3 fois condamnée, Alice Orlowski, la femme qui a réussi à mourir en liberté malgré plusieurs arrestations. Née Alice Minna, Elisabeth Elling à Berlin en 1903, Alice Orlowski commença sa formation de garde au camp de concentration de Ravensbrück, en Allemagne, en 1941. En octobre 1942, elle fut sélectionnée comme membre de la Schutzstaffel, avec le grade de surveillante, pour être affectée au camp de Majdanek, près de Lublin. Là, elle fut considérée comme la surveillante la plus brutale. Non seulement elle insultait et battait les prisonnières, mais elle était également chargée de la sélection pour les chambres à gaz. Chaque jour, Orlowski s'occupait de charger des camions de femmes vouées à une mort atroce. Ses méthodes étaient macabres. Par exemple, lorsqu'un enfant restait sur les lignes de sélection, on le jetait sur les adultes comme un bagage et on verrouillait la porte du camion, dans ce qu'elle appelait une opération de gain de place. Orlowski attendait souvent l'arrivée de nouveaux convois de femmes et, dès qu'elle mettait le pied dans le camp, il fouettait les prisonnières, notamment sur les yeux. En tant qu'Aufseherin SS, Orlowski supervisait plus de 100 femmes qui triaient les objets confisqués aux prisonniers gazés: montres, fourrures, manteaux, or, bijoux, argent, jouets, lunettes, etc. Après l'évacuation du camp, les Allemands envoyèrent Orlowski au tristement célèbre camp de concentration de Cracovie-Płaszów, près de Cracovie, en Pologne occupée. Là, Orlowski était responsable d'un détachement de travailleurs du bâtiment et était connu pour sa cruauté envers les prisonniers. Sa soif de sang lui valut le surnom de « loup-garou des SS ». En janvier 1945, Orlowski faisait partie des femmes SS chargées de superviser la marche de la mort vers Auschwitz-Birkenau. C'est à cette époque que son comportement, auparavant considéré comme brutal et sadique, s'humanisa. À la mi-janvier 1945, lors de la marche de la mort d'Auschwitz à Loslau, Orlowski réconforta les détenus et dormit même à leur côté, à même le sol, à l'extérieur.
Elle apportait également de l'eau à celles qui avaient soif. On ignore pourquoi son attitude changea, mais certains supposent qu'elle pressentait la fin de la guerre et qu'elle serait bientôt jugée comme criminelle de guerre. Malgré ce comportement un peu plus empathique, Orlowski fut finalement envoyée à Ravensbrück comme gardienne. En mai 1945, Orlowski fut capturé par les forces soviétiques et extradé vers la Pologne sera jugé pour crime de guerre. La femme loup des SS fut accusée lors du procès d'Auschwitz en 1947, reconnue coupable et condamnée à 15 ans de prison, mais libérée en 1957 après avoir purgé 10 ans. Après sa libération, Orlowski s'installe en Allemagne de l'Ouest. En 1973, Orlowski fut de nouveau arrêtée pour incitation à la haine. Elle avait déclaré publiquement que l'Holocauste n'était qu'à moitié terminé, faisant référence à l'extermination des Juifs. Elle aurait également affirmé qu'il fallait 2 fois plus de temps pour servir une bière que pour tuer tous les Juifs. Un tribunal ouest-allemand la reconnut coupable de propos antisémites et la condamna à 10 mois de prison, dont elle purgea 8. En 1975, les autorités ouest-allemandes arrêtèrent Orlowski pour la 3e fois, pour les crimes commis à Majdanek. Elle fut inculpée lors du 3e procès de Majdanek, mais mourut de cause naturelle au cours du procès, le 21 mai 1976, à l'âge de 72 ans. Emportée par le vent, Margareta Galina, la garde dont le sort n'a jamais été connu. Margareta Galina est née en 1894 dans une famille de la petite bourgeoisie de ce qui était alors Ragnit, en Prusse orientale. Elle fréquenta l'école jusqu'à l'âge de 15 ans, après quoi elle trouva un emploi de domestique. En 1916, elle travailla comme opératrice téléphonique en Russie. Après la Première Guerre mondiale, elle retourna dans son pays d'origine, où elle travailla à nouveau comme domestique. En 1920, elle tomba enceinte hors mariage et donna naissance à un fils. 4 ans plus tard, Galina trouva un emploi de vendeuse dans une pâtisserie, mais la perte de son emploi en 1931 la força à retourner chez ses parents. Elle vécut chez eux jusqu'en 1934, date à laquelle elle commença à travailler comme vendeuse dans un kiosque de la gare de Rhein, près de la frontière germano-néerlandaise. Galina y travailla jusqu'au début des années 1940. En avril 1940, Margareta lut une annonce dans un journal recherchant des gardiennes pour le camp de concentration pour femmes de Ravensbrück. D'après la brochure, ce camp hébergeait des femmes ayant commis des crimes contre la société et promettait un salaire conséquent que Galina accepta immédiatement. En juin 1940, Galina commença sa formation interne à Ravensbrück et commença peu après à travailler comme gardienne. Elle resta au camp jusqu'en août 1943 et fut promue au poste de surveillante adjointe, c'est-à-dire chef du service de garde féminine. Fin août 1943, Galina fut nommée responsable de la section des femmes du camp de Vught, créé en mai de la même année. Des prisonnières juives et non juives y étaient incarcérées. Jusqu'en septembre 1944, on comptait environ 1500 femmes. À son arrivée à Vught, des gardes néerlandais y travaillèrent déjà. Ils avaient toujours pu déterminer eux-mêmes leur emploi du temps et leurs tâches quotidiennes, mais ils devaient désormais se conformer à son propre emploi du temps et à ses règles, ce qu'ils n'appréciaient guère. Galina, quant à elle, souffrait du manque de discipline des gardes de Vught. À Ravensbrück, habituée à quelque chose de complètement différent, des tensions internes commencèrent à poindre. Galina avait également mauvaise réputation et peu d'autorité auprès des prisonnières, qui allaient jusqu'à l'insulter en face. Un jour, alors qu'un groupe de prisonnières était chargé de nettoyer 2 baraquements et qu'ils ne s'y étaient pas acquittés, Galina balaya elle-même le sol. Le 15 janvier 1944, un épisode connu sous le nom de « drame du bunker » se produisit. Ce jour-là, le commandant du camp ordonna l'enfermement de 74 femmes dans une petite cellule du bunker pour une nuit, et 10 d'entre elles perdirent la vie. Peu après, en mai 1944, Galina présenta une demande de démission. Sa demande fut acceptée, le motif figurant dans son dossier étant une dépression nerveuse grave. En décembre 1947, Margareta Galina fut arrêtée et traduite devant le tribunal spécial de Bois-le-Duc. Elle fut condamnée à 20 ans de prison,
principalement pour son implication présumée dans le drame du bunker. Suze Hartz, l'une des gardiennes présentes lors de l'incarcération dans le bunker, témoigna y avoir vu Galina, mais une autre gardienne affirma le contraire. Les déclarations des prisonnières se contredisaient également sur ce point. En février 1949, Galina fut condamnée à 6 ans de prison, le tribunal n'ayant trouvé aucune preuve concrète de sa présence lors de l'incarcération des femmes. Ce faisant, le tribunal a accueilli favorablement l'argument de son avocat qui soutenait que Galina était un membre typique de la meute allemande. Une garde incapable de faire son travail correctement, hystérique et irritable. C'était une personne désagréable dans une situation désagréable. Mais, a ajouté son avocat, elle n'était pas sadique, mais simplement inhumaine. Ce qu'on ne pouvait attendre d'une jeune fille civile allemande élevée dans l'esprit nazi. En 1950, la reine Juliana des Pays-Bas a gracié Galina et elle a été déportée en Allemagne. Après cela, elle a disparu dans l'oubli. Elle est la seule garde de cette liste dont la mort reste inconnue à ce jour. La bête d'Auschwitz, Maria Mandl, la haute gardienne qui aimait l'enfer d'Auschwitz-Birkenau. Maria Mandl est née en Autriche en janvier 1912. Avant la guerre, elle militait au sein du mouvement nazi en Autriche, alors interdit. Cependant, après l'annexion de l'Autriche, elle rejoignit la SS en tant que membre féminin du groupe et trouva rapidement un emploi au sein du régime comme gardienne de camps de concentration. Sa carrière débuta à Lichtenberg, l'un des premiers camps de concentration nazis de Saxe, où elle travailla aux côtés de 50 autres femmes SS. En 1939, Maria Mandl fut envoyée à Ravensbrück, qui venait d'ouvrir près de Berlin, et y commença à travailler comme surveillante. Ravensbrück était un camp réservé aux femmes, et à mesure que les nazis progressaient en Europe, le nombre de personnes y étant hébergées augmenta. Dès le début, Maria Mandl se forgea une réputation abominable pour son immense cruauté. Heinrich Himmler visita le camp et la vit fouetter des prisonniers. Un jour, elle fouetta un prisonnier 75 fois, entraînant sa mort. Mandl était tellement obsédée par la douleur que de nombreux prisonniers devaient être réanimés après avoir perdu connaissance pendant leur punition, pour ensuite subir de nouvelles flagellations. Maria impressionna ses supérieurs et, en avril 1942, elle fut promue superviseur principal à Auschwitz-Birkenau, remplaçant Johanna Langfeld, brouillée avec Rudolf Höss. L'intelligence et le dévouement de Mandel à la cause nazie étaient impressionnants. Elle se targuait d'instiller la terreur dans le camp, ce qui lui valut le surnom de « la bête ». Elle participa également à la sélection des prisonniers pour les chambres à gaz, envoyant des dizaines de milliers à la mort. Nombre des prisonniers choisis par Mandel furent également soumis à des expériences médicales barbares, dégradantes et souvent mortelles, menées par des médecins SS comme Joseph Mengele. Lors du procès, on relatait également comment des enfants étaient parfois laissés mourir de froid pendant l'hiver au camp, et comment Mandel forçait des milliers de femmes à se tenir pieds nus dans la neige. Ces femmes se sont effondrées à cause du froid et ont souffert d'hypothermie. À la libération d'Auschwitz par l'armée rouge, Maria Mandel était introuvable. Elle avait quitté le camp fin 1944 et avait été affectée à un camp annexe de Dachau. Après cela, Mandel s'enfuit dans les montagnes du sud de la Bavière, mais fut arrêtée le 10 août 1945 par l'armée américaine et interrogée. Elle ne manifesta aucun remords et fut détenue à la prison de Dachau jusqu'à sa remise à la République populaire de Pologne, avant d'être jugée lors du procès d'Auschwitz. Entendant les témoignages des victimes de la cruauté de Mandel, elle resta assise, la tête baissée, avec plusieurs autres gardes. Elle fut reconnue coupable de crimes contre l'humanité et condamnée à mort comme criminelle de guerre. Finalement, dans les heures qui suivirent sa pendaison, Mandel céda. En attendant son exécution, la bête d'Auschwitz implora pardon pour ses crimes. Le 28 janvier 1948, Maria Mandel fut pendue. Elle fut la première d'un groupe de 5 gardes à être exécutée, la seule femme. À 7h09, on la força à se tenir debout sur un tabouret, puis on lui passa la corde autour du cou. Après avoir donné un coup de pied sur la marche, Maria Mandel fut pendue à mort au cours d'une exécution qui dura 15 minutes au total. Cold Case. Louis Dantz, le directeur brutal qui a été condamné 50 ans après l'Holocauste.
Louise Dance est née en Thuringe dans une famille protestante composée de ses parents, Heinrich et Anna, et de plusieurs frères et sœurs. Après avoir terminé l'école primaire à l'âge de 20 ans, elle s'installe dans le Brandebourg, où elle trouve un emploi de vendeuse dans une boulangerie. En 1940, elle retourna dans sa ville natale pour s'occuper de ses parents. Lors de vacances à Ulm, elle rencontra le docteur Franz von Bodman, médecin du camp de concentration de Majdanek. Elle tomba amoureuse de ce médecin, marié et père de 3 enfants, et, malgré son rejet, elle le convainquit de s'engager dans le corps paramilitaire du régime nazi, la Schutzstaffel, et c'est ce qu'il fit. Le 24 janvier 1943, à l'âge de 25 ans, Louise Dance rejoignit le camp de concentration de Ravensbrück comme gardienne, premier poste régulier servant de centre de formation pour les nouveaux gardiens. Après avoir terminé sa formation, elle fut transférée le 22 mars, près de Lublin, en Pologne, au camp de concentration de Majdanek. Après plusieurs mois, elle fut de nouveau transférée au camp de concentration d'Auschwitz, où elle était chargée de consigner chaque jour le nombre de prisonniers arrivants et ceux qui mouraient. La même année, elle fut décorée par ses supérieurs et peu après, promue responsable du transport des prisonniers à Auschwitz. Début janvier 1945, elle fut promue au grade supérieur de surveillante au camp de concentration de Malchow, rattaché au camp de Ravensbrück. À la fin de la guerre en 1945, alors que les troupes soviétiques se trouvaient près de Malchow, Louise Dance tenta de s'évader avec d'autres gardes, mais fut découverte et envoyée à la prison de Cracovie, en Pologne. L'année suivante, lors du procès d'Auschwitz, elle fut accusée, avec 39 autres personnes, d'avoir commis des crimes contre l'humanité pendant son service. La Cour suprême polonaise condamna Louisa Dance à la réclusion à perpétuité pour, entre autres crimes, violences physiques et morales sur des prisonniers. Elle fut notamment accusée d'avoir laissé mourir de faim des prisonniers, de leur avoir ordonné de sortir nus au milieu de la nuit ou en plein hiver, et de rester debout pendant des heures jusqu'à ce qu'ils s'effondrent d'épuisement. Cependant, elle fut libérée pour bonne conduite près de 10 ans plus tard, le 20 août 1957. Pendant 4 décennies, Louise Dance changea de vie et sombra dans l'oubli. Cependant, 50 ans après la Shoah, de nouvelles preuves apparurent contre la garde nazie. En 1996, Louise Dance fut jugée devant un tribunal allemand par un procureur de la ville de Meiningen pour le meurtre présumé d'une jeune fille à Malchow. Les médecins allemands indiquèrent que l'accusée était trop âgée et sa santé trop fragile pour supporter un procès, ce qui justifia l'abandon des charges et le classement sans suite de l'affaire. Selon certaines sources, elle serait décédée en 2009 à Waldorf. Et l'arme pour la Pologne, Thérèse Brandl, la directrice qui détestait les cochons polonais d'Auschwitz. En mars 1942, Brandl fut envoyée au camp de concentration d'Auschwitz. Elle y travailla d'abord à la blanchisserie, puis fut promue garde quelques mois plus tard sous le commandement de femmes comme Maria Mandl. De nombreux témoignages de survivantes et de témoins attestent de la cruauté et du sadique de Brandl. Elle aimait maltraiter physiquement les prisonniers et était connue pour son traitement particulièrement dur envers les femmes et les enfants. Elle harcelait les prisonniers au point de leur donner des sous-vêtements chauds et des chaussures d'hiver en été, et des sous-vêtements d'été et des sabots en hiver, en plus des coups, insultes et humiliations habituelles. Il détestait profondément les femmes et harcelait souvent les prisonnières, refusant de leur donner des vêtements. Et lorsqu'il le faisait, il leur donnait des vêtements infestés de poux. Selon Antonina Pionkowska, une prisonnière ayant servi à Auschwitz, Brandl faisait preuve d'une attitude particulièrement hostile envers les prisonniers polonais. Il effectuait des inspections de bloc, seul ou avec d'autres femmes SS, au cours desquelles il frappait et insultait les prisonniers, les traitant de « salopons polonais ». Piatkowska se souvenait comment Brandl avait frappé et donné des coups de pied à une prisonnière après l'avoir surprise en train de manger une pomme de terre crue. Brandl maltraitait physiquement non seulement les femmes, mais aussi les enfants. Andreas Larinciakos, un garçon de 9 ans originaire de Claes, en Italie, se souvient d'une fois où tous les enfants avaient été transférés d'un camp à l'autre et où, lors du comptage, un enfant manquait à l'appel. En guise de punition, Teresa Brandl forçait tous les enfants à se réveiller à 1h du matin, les emmenait dehors et les forçait à rester dans la neige jusqu'à midi le lendemain.
Brandl participait également à la sélection des prisonniers destinés aux chambres à gaz. Comme l'a témoigné un survivant de l'Holocauste, presque chaque appel se soldait par plusieurs décès dus au châtiment sévère. Là, Brandl fut si efficace qu'à l'été 1943, elle reçut la médaille du Reich pour sa bonne conduite dans les camps. Le 27 janvier 1945, l'armée soviétique arriva au complexe d'Auschwitz. Brandl avait été transférée au camp annexe de Mulhdorf, mais le 27 avril 1945, elle s'enfuit et se cacha dans les montagnes bavaroises. 4 mois plus tard, le 29 août 1945, elle fut arrêtée par l'armée américaine et envoyée dans un camp de détention en attendant son interrogatoire. Elle fut finalement remise aux autorités polonaises et avec 40 autres membres du personnel d'Auschwitz, passa des semaines à la prison de Montelupik à Cracovie en attendant le verdict du Tribunal national suprême de Pologne. En prison, Thérèse Brandl partagea une cellule avec Maria Mandl, la tristement célèbre bête d'Auschwitz. Dans la cellule voisine de celle de Thérèse Brandl et de Maria Mandl se trouvait Stanisława Rachwałowa, une survivante polonaise d'Auschwitz détenue sous l'administration de Mandl. Rachwałowa a rappelé une occasion où, plusieurs jours avant le verdict de la Cour suprême de Pologne, lui ordonna de prendre un bain avec Thérèse Brandl et Maria Mandl. Selon la femme, les deux nazis s'approchèrent d'elle sous la douche, nues, et la supplièrent à genoux. Elles pleurèrent toutes les trois cet après-midi-là. Et la Polonaise prit les mains suppliantes des Allemands et dit « Je vous pardonne au nom des prisonniers ». À cet instant, elles commencèrent à lui embrasser les mains. Le 22 décembre 1947, la Cour suprême de Pologne à Cracovie condamne Thérèse Brandl à la peine capitale par pendaison. Elle fut pendue le 24 janvier 1948, quelques jours avant son 46e anniversaire. Aucune larme ne fut versée pour Thérèse Brandl. L'ange de Ravensbrück, Johanna Langefeld, la gardienne qui a échappé à la justice avec l'aide de prisonniers. Née à Essen, en Allemagne, Johanna Langefeld grandit dans une famille luthérienne nationaliste. En 1924, elle s'installe à Mülheim et épouse Wilhelm Langefeld, qui décède en 1926 d'une obstruction pulmonaire. En 1928, Langefeld tombe enceinte d'un autre homme, ce qui l'amène à s'installer à Düsseldorf, où son fils naît en août de la même année. Langefeld resta sans emploi jusqu'à l'âge de 34 ans, lorsqu'elle commença à enseigner l'économie domestique dans un établissement commercial de Neuss. À partir de 1935, elle travailla comme gardienne dans une institution de travail, une version primitive et plus humaine d'un camp de travail forcé. En 1937, Langefeld adhéra au parti nazi et en mars 1938, s'engagea comme gardienne SS au camp de Lichtenburg. Son travail fut exemplaire et, en 1939, elle fut promue surintendante du camp, poste qu'elle occupa jusqu'en mai 1939, date à laquelle elle fut transférée à Ravensbrück. Là, Langefeld était responsable des sélections à Ravensbrück lors de la première campagne de massacre du Reich. Le problème est que Langefeld n'était pas, au fond, un monstre comme ses codétenus. Johanna évitait généralement les sanctions et fut plus d'une fois accusée d'avoir détruit des rapports soumis par des gardes et des fonctionnaires pour sauver la vie d'un prisonnier. À la mi-mars 1942, Langefeld fut affectée au nouveau camp pour femmes d'Auschwitz, où elle était chargée de sélectionner les prisonnières destinées aux chambres à gaz. Rudolf Höss, commandant du camp de concentration d'Auschwitz, estimait que cette femme manquait de caractère pour contrôler la situation et qu'elle refusait même d'accepter les instructions du chef du camp. Malgré cela, et contre toute attente, Rudolf Höss décida de placer le camp de femmes sous le commandement incontesté de Langefeld. Lors d'une visite du chef SS Heinrich Himmler en 1942, Langefeld tenta de le convaincre d'annuler l'ordre de Höss. Elle souhaitait redevenir surveillante, mais Himmler rejeta la demande de Johanna et la maintint à la tête du camp de femmes, souhaitant que le commandant soit une femme. Le Reichsführer lui ordonna de conserver son poste et interdisait désormais l'entrée des SS dans le camp. Un mois après l'entretien avec Himmler, Langefeld souffrit d'une déchirure du ménisque et dut être opérée dans un hôpital près de Ravensbrück. Durant son séjour, elle convainquit ses supérieurs de la transférer à Ravensbrück, où elle se sentait plus à l'aise.
Johanna démissionna de son poste à Auschwitz et fut remplacée par la brutale Maria Mandel, qui, contrairement à Langfeld, dirigeait le complexe avec sang-froid. De retour à Ravensbrück, Langfeld fit preuve d'une compassion encore plus grande envers les prisonniers. Margaret Buber-Neumann, une prisonnière communiste devenue son assistante, se souvint que Langfeld avait été renvoyé pour sa sympathie excessive envers les prisonniers polonais. Johanna fut séparée de son fils et arrêtée par la Gestapo à Breslau, où un tribunal SS prépara son procès. Mais elle ne fut jamais jugée, le régime nazi tombant avant qu'elle puisse comparaître. Le 20 décembre 1945, Langfeld fut arrêté par l'armée américaine et extradé vers la Pologne en septembre 1946. La justice polonaise prépara alors un procès à Cracovie contre le personnel d'Auschwitz. Le 23 décembre 1946, Johanna Langfeld fut envoyée nettoyer des appartements qui allaient bientôt être occupés par de nouveaux employés de la prison, et elle ne revint jamais. Selon des déclarations ultérieures, Langfeld s'évada de prison avec l'aide de prisonniers polonais ayant survécu à Ravensbrück et respectant le gardien. En réalité, elle se cacha un temps dans un monastère local et travailla comme concierge chez un particulier. Mi-1957, elle retourna illégalement vivre chez sa sœur à Munich. Langfeld mourut libre à l'âge de 73 ans, l'une des rares nazis dont ses prisonniers se souviennent avec tendresse. Brigitte la sanglante, l'histoire macabre d'Hildegard Leichert, la vipère monstrueuse d'Auschwitz. Durant l'hiver 1947, un tribunal polonais jugea d'anciens employés du camp de concentration d'Auschwitz. Sur les 41 accusés, 36 étaient des hommes et 5 des femmes. Des témoignages horrifiants révélèrent que les gardiennes étaient souvent encore plus sadiques que leurs collègues masculins. Parmi elles, Hildegard Leichert, née le 20 janvier 1920 à Berlin, et infirmière de profession. Âgée de 22 ans et mère de 2 enfants, elle débuta sa tristement célèbre carrière de garde SS au camp de concentration de Majdanek en octobre 1942. À Majdanek, Leichert était surnommée Brigitte la sanglante, car elle battait les prisonnières sans relâche jusqu'à ce que le sang apparaisse. C'était une sadique qui punissait les prisonnières sans raison et avait l'habitude de boire beaucoup. Et plus elle buvait, plus son comportement devenait sadique. Hildegard Leichert fut accusée d'atrocités incroyables. Un jour, Leichert trouva une prisonnière en train de fumer une cigarette et, simplement parce qu'elle n'aimait pas ce spectacle, elle la frappa si violemment que la pauvre femme fut couverte d'ecchymose et que sa tête était enflée. Si Leichert ne la tua pas, c'est uniquement grâce à l'intervention d'un de ses collègues SS qui la força à arrêter. Une autre fois, on la vit introduire un bâton dans le vagin d'une femme qu'elle avait arbitrairement accusée de vol, car elle cherchait des objets de valeur cachés. Cela s'est passé à l'extérieur, dans le jardin du camp, et la Juive hurlait si horriblement que les autres détenus se sont enfuis ou ont vomi parce qu'elle ne pouvait pas supporter de regarder la scène brutale et sanglante. De nombreux témoignages ultérieurs ont affirmé que Leichert riait lorsqu'un prisonnier mourait, quelles que soient les circonstances, qu'elle les ait provoquées ou non. Une autre fois, Leichert passa devant 2 jeunes femmes grecques qui nettoyaient les latrines et les y jeta. Le gardien rit tandis qu'elles s'étouffaient avec leurs excréments. Une autre fois, devant d'autres prisonnières, Leichert envoya son chien affamé et furieux attaquer une jeune Polonaise enceinte qu'il déchira en morceaux. Leichert fit tout son possible pour rendre la vie des prisonnières dans le camp aussi misérable que possible. Parmi ses nombreuses victimes figurèrent même de jeunes enfants. Au début, Leichert se montra gentille avec eux, leur offrant des bonbons d'une voix aimable. Mais lorsqu'ils s'approchèrent d'elle, elle les jeta dans le camion qui les emmenait à la chambre à gaz, sans aucun remords. Comme la plupart des femmes figurant sur cette liste, Leichert participa également à la sélection des prisonnières pour les chambres à gaz. En août 1943, elle quitta Majdanek et travailla ensuite dans les camps de concentration de Płachow et d'Auschwitz-Birkenau. Après la guerre, Hildegard Leichert fut capturée et jugée au procès d'Auschwitz, où elle fut enfin jugée pour ses crimes inhumains. Cependant, contrairement à ses collègues comme Maria Mandel, elle ne fut pas condamnée à mort, mais à 15 ans de prison. Sa peine de 15 ans de prison n'a duré que 10 ans, puisqu'elle a été libérée en 1957 et serait devenue femme de ménage dans un bordel. Son sombre passé ne cessa de la hanter.
Des rumeurs circulaient même selon lesquelles elle aurait travaillé comme agent de la CIA. Aux côtés d'Alice Orlovsky et d'Hermine Braunsteiner, Leichert comparut au troisième procès Majdanek, qui se déroula de 1975 à 1981 pour les crimes qu'elle avait commis pendant la guerre. Condamnée à 12 ans de prison, elle n'eut jamais à purger cette peine, ses 10 ans de détention en Pologne et les 5 ans passés en détention provisoire ayant été comptabilisés comme valides. Brigitte la Sanglante mourut libre en 1995, de cause naturelle, à l'âge de 75 ans.